Merci à tous de nous rejoindre ce soir pour cette rencontre sur la Commedia dell'arte et le pouvoir. On parlera du pouvoir de subversion de cette forme de théâtre née au XVIe siècle en Italie, avec deux grands professionnels, Carlo Boso, qui est avec nous, Bonsoir. et Robin Souma. Je vous présente nos deux intervenants. Robin Souma, qui est créateur de masques, acteur et auteur italo-français. Il est avec nous de Naples, à Naples, et il entre donc dans le monde du masque et de la commedia dell'arte à travers l'enseignement de son père, Pierangelo Souma, metteur en scène de renommée internationale qui en fait a transmis l'art de créer des masques à son fils Robin avant sa mort. Robin a créé donc depuis 2015 des masques et a ouvert récemment un atelier à Naples, dans le cœur de Naples. Et tout va très vite parce que donc en mai 2019, il présente son travail dans la merveilleuse et active librairie Stendhal, la librairie française de Rome. En août 2019, il inaugure dans le cœur de Naples son atelier, La Maschera e Libertà. Et en novembre 2019, il publie son premier ouvrage en italien sur les écrits de son père et lui-même, donc une synthèse, une édition de textes écrits et d'ateliers tenus par son père autour de la question des masques. Et enfin, en février 2020, il expose à l'Institut français de Naples. Donc voilà, un jeune représentant et qui va aujourd'hui se confronter avec Carlo Boso, que je suis honorée aujourd'hui de vous introduire. Carlo Boso, qui est diplômé du Piccolo Teatro de Milan, comédien, dramaturge, metteur en scène, grand maître de la Commedia dell'arte. Il a à son actif plus de 2000 représentations à travers le monde. Il a créé, dirigé, mis en scène la réalisation d'une cinquantaine d'œuvres théâtrales de tout genre, en France et à l'international. Et il a fondé, en 2004, cofondé avec Danuta Zarazic, une académie qu'il dirige aujourd'hui à Versailles, l'Académie internationale des arts du spectacle, l'AIDAS. Et donc, c'est de Versailles qui nous parle aujourd'hui. Mais on aura aussi, pour parler plus spécialement de la question des masques et de l'Église, avec nous, Père Louis-Xavier Ardillet, aumônier auprès des artistes du Festival d'Avignon, et on reviendra plus en avant sur son parcours. Je suis à Rome et je suis donc chargée de mission volontaire internationale à l'Institut français Centre Saint-Louis. Qu'est-ce que la Commedia dell'arte? Que sont les masques? Et qu'en diriez-vous au grand public, en quelques mots? Je laisse Carlo commencer. Je laisse Carlo. Ah, c'est ça. Combien de minutes on a pour répondre, Elena? 10 secondes. 10 secondes. Alors, c'est une forme de théâtre qui s'est développée en Italie à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Disons, c'est une forme de théâtre qui s'est développée dans les carnavals. C'est pour ça aussi qu'on a cette réminiscence du carnaval, que c'est les masques que les comédiens portent des comédiens. Alors, pourquoi c'est important la comédie dans l'histoire de l'humanité? C'est parce que depuis le IVe siècle après Jésus-Christ, le théâtre professionnel il était disparu. Ça veut dire que une fois qu'il est arrivé le monothéisme, ça n'existait plus cette discussion sur les plateaux entre les dieux et les hommes, que c'était, disons, la forme du théâtre véhiculée par les Grecs et par les Romains, et avec comme finalité d'instruire le public sur qu'est-ce que c'était le bien, sur qu'est-ce que c'était le mal, sur savoir qui c'était les responsabilités dans la conduction de la société, c'est de les dire aux des hommes le partage des responsabilités et de faire si que les hommes fassent des choix qui soient les plus convenables possibles. Et avec l'arrivée du monothéisme, cette discussion entre les dieux et les hommes s'est terminée, le théâtre professionnel aussi. Et c'est grâce à l'arrivée de la commedia dell'arte, disons, en Italie, c'est réparti, disons, c'était mode du théâtre dans les cours à Ferrara. On a commencé à recréer des spectacles, mais c'était tous des spectacles non professionnels.
axé su che ça può essere la ricostituzione des œuvres de Plaute, de Terenzio, ça veut dire di théâtre antiche qu'on avait redécouvert. Et sur la place, ça a développé une forme de théâtre beaucoup plus simple, populaire, avec les masques, que c'était la commedia dans laquelle qui c'est qui prenait la parole, c'était pas les nobles, mais les protagonistes à l'improviste, c'était les petits peuples. Et ça a développé très très vite une forme de spectacle très appréciée à l'époque, jusqu'à en 1545, in compagnie des comédiens. A Padoue, il est arrivé à se faire inscrire, c'est un notaire, à s'inscrire al registro des arts et métiers. On a recréé la profession des comédiens, ça veut dire des gens qui vivaient de leur passion. Mais c'est pour ça que la comédia, c'est une forme de théâtre très importante, et c'est une forme de théâtre qui a une énorme valeur politique, car il est né vraiment au milieu du peuple et il donne la parole alle persone qui, en général, pendant l'année, n'ont pas la parole. Merci Carlo. Robin, est-ce que tu pourrais revenir donc sur cette forme professionnelle dont on parle est-ce que tu peux nous expliquer davantage ce que c'est que commedia dell'arte? Pourquoi on dit comédien de l'art en fait? Oui, alors je suis tout à fait d'accord évidemment avec ce qu'a dit Carlo. Je vais essayer de parler lentement pour que les auditeurs italiens aient le temps d'avoir la traduction en même temps. Donc ça va être ça semble un peu irréel, mais je fais exprès de parler lentement. En fait, la commedia dell'arte, ça veut dire en fait i commedianti dell'arte, ça veut dire l'art du métier, donc les comédiens de métier. C'est des comédiens qui faisaient ça de métier par définition, parce qu'avant, effectivement, comme un peu l'a dit Carlo, il y avait des comédiens qui pouvaient aussi, par exemple, être les bouffons du roi, qui pouvaient. Mais les commedianti, je pense, dans la commedia dell'arte, dans les premiers temps, c'est vraiment défini comme des gens qui ont commencé à faire du théâtre en disant c'est notre métier, c'est presque une profession libérale, quoi. Ils ont commencé à faire ça presque comme une profession libérale, une profession, disons, où c'était leur métier. Donc, ils s'assumaient en tant que tel. Et donc, il y avait une importance qui était accordée au fait que les comédiens soient rétribués, parce qu'on devait pouvoir vivre du théâtre. C'était ça aussi l'idée des comédiens, c'est-à-dire que tout en étant à la fois un théâtre populaire, un théâtre, comme on va le dire plus tard, qui a toute une dimension subversive, en même temps, justement pour ça, il fallait défendre, entre guillemets, dès le début, les droits de ces acteurs. Et la meilleure manière de le défendre, c'était de dire il faut qu'on soit payé, il faut qu'on soit rétribué pour notre art, pour notre métier. Donc je pense que ça, c'est un élément très important parce que ça peut sembler contradictoire, mais en fait, ça l'est pas du tout. Au contraire, justement, l'idée du théâtre de commedia dell'arte, c'est de dire c'est notre métier, donc on a droit à rétribution. En fait, on a le droit de vivre grâce au théâtre, avec le théâtre. Pouvoir manger avec le théâtre. Magnifique. Et d'ailleurs, c'est une tradition qui est née au XVIe siècle et qui a perduré. Aujourd'hui, pourtant, j'ai cherché à savoir si cette tradition était classée au patrimoine de l'UNESCO. Il résulte que non. Comment l'expliquez-vous? Bon, disons, il y a eu des démarches qui ont été faites par le SAT, qui est cette association des compagnies de comédie de l'art italienne, qui le président, c'est Luciano Brogi, et ça a été bloqué, le dossier à Rome, car des anthropologues, ils ont jugé que la comédie de l'art n'avait pas eu une continuité dans l'histoire, ça ne correspondait pas à tous les critères que l'UNESCO demandait pour faire si que ça devienne un patrimoine immatériel de l'humanité. Mais ça a été bloqué par des anthropologues italiens. Ça, c'est l'Italie, c'est toujours un peu pareil. Oui, il faudrait reprendre cette démarche. Il y a l'Académie del théâtre di Udine qu'en Italie qui sont en train de se préoccuper de réouvrir les dossiers pour la faire reconnaître. D'accord, merci. Et en attendant, oui, tu veux rajouter? Oui, de fait, ici à Naples aussi, il y a toute une. Alors, c'est pas pour la commedia dell'arte en général, mais pour Pulcinella, il y a toute une démarche et tout un groupe. D'ailleurs, je regrette parce que j'ai pas pu l'inviter ce soir, mais il y avait il y a le professeur, l'anthropologue Domenico Scafoglio, qui s'occupe aussi justement qui dirige cette association Pro Pulcinella et qui vise à défendre la candidature de Pulcinella à patrimoine immatériel de l'UNESCO. Moi, je pense aussi qu'il faut se demander si la commedia dell'arte est reconnue l'UNESCO.
Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. On peut inverser la question. Oui, Si sì, la l'UNESCO, commedia si l'UNESCO, dell'arte. si l'UNESCO, Mais heureusement, la Commedia dell'arte est portée surtout par des personnes comme vous, des grands passionnés, des grands artistes. Et maintenant qu'on a parlé généralement de ce qu'était ce genre théâtral né au XVIe siècle, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport, d'abord en commençant par Robin, toi comment est-ce que tu as connu la Commedia dell'arte? moi, la commedia dell'arte, en fait, j'en ai un souvenir très, comment dire, très précis et très vague en même temps, qui remonte vraiment au plus profond de mon enfance, parce que je pense que parmi les premiers souvenirs que j'ai de ma vie, il y a les souvenirs de mon père qui mélangeait des résines, des résines en plus qui étaient, mais bon, des résines dans son atelier, sur la terrasse en fait, de la maison qu'on avait où j'ai grandi, et qui mélangeait ces résines. Et donc j'ai vraiment ce premier souvenir-là. J'ai évidemment énormément de souvenirs aussi de moments où il m'emmenait, où il nous emmenait sur des manifestations artistiques à droite à gauche, notamment beaucoup aussi dans le nord de l'Italie où il a animé pendant longtemps un palio, une espèce de manifestation à échelle urbaine à Isola do Varese, où il a travaillé d'ailleurs avec, je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, avec Bepi Monai, qui est aussi qui était un grand ami de mon papa. Et donc voilà, donc j'ai ce souvenir très précis, en même temps très vague, parce qu'il est primitif, quoi, dans mon esprit, de tous ces masques, de tous ces moules, de ces résines, de ces ateliers qui étaient éclairés avec des lumières assez blafardes, mais pas glauques, enfin des lumières blanches comme ça. Donc c'est un souvenir qui est très ancien pour moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré la Commedia dell'arte. J'ai fait un peu de théâtre moi-même comme acteur quand j'étais petit, dans des spectacles animés par mon père ou par ma mère aussi parfois. Et on utilisait des masques. Enfin bon, bref, donc c'est quelque chose que j'ai toujours connu. Simplement, c'est vrai que c'était tellement là en toile de fond que pendant longtemps, j'ai pas du tout pensé que ça allait être quelque chose que j'allais reprendre moi-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est venu bien plus tard, ce besoin-là. C'est venu après la mort de mon père, en fait. Enfin, un petit peu avant la mort de mon père, j'ai eu le besoin de lui demander de m'apprendre à faire des masques et à connaître cet univers, à me raconter des histoires, à me faire des petites leçons, disons, sur la commedia dell'arte. Mais c'est vraiment après sa mort que j'ai décidé de m'y dédier, quoi, complètement. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que ton père a rencontré Carlo, ce Ouais, lien ouais, bien sûr. entre Questo Carlo, générations. il Vous peut voulez peut-être le nous raconter le lui-même. raconter? Ouais. Oui, on s'est croisés, c'est-à-dire mais c'est aussi parce que disons, il faut penser aussi que les gens qui sont vraiment passionnés pour la comédie, ils ne sont pas nombreux, c'est-à-dire qui rentrent c'est comme rentrer un peu dans les ordres, comme rentrer dans la comédie. C'est évident qu'on se croise, qu'on a des contacts ensemble, qu'on a parlé ensemble, qu'on a imaginé des choses ensemble. Moi, la comédie, je l'ai connue tout à fait, disons, si ça existe par hasard, que c'était la première fois que j'ai vu quelque chose que ça ressemblait à la comédie. C'était en 1963, ça veut dire ça fait quelques temps, car j'avais un professeur au lycée à Milan qui était très passionné de théâtre, qui nous avait amené al Teatro del Parco a voir l'Arlequin et Valet de Démètre, mise en scène par Giorgio Strehler, et avec Soleri qui jouait dans l'Arlequin et Valet de Démètre. Et après, je suis rentré à l'école du Piccolo Teatro l'année d'après, 1964, et dans les 1965, pendant l'été, j'avais fait une audition al Teatro Durini, che all'epoca s'était dirigé pour une autre personne qui venait comme moi à Vicenza, che c'était Giovanni Poli. Et là, on a créé la Veneziana, che c'est un texte di Giovan Battista Andreini, che on a présenté al Teatro La Fenice de Venise dans le cadre de la Biennale del Teatro. Et là, j'ai découvert les masques, l'improvisation, la fabrication des masques. Disons, comme premier maître de comédien, vraiment, j'ai Giovanni Poli qui m'a transmis la passion et la mission aussi de continuer à pratiquer la comédie. J'ai découvert l'importance de la comédie comme forme de théâtre. Nous, on était des jeunes révolutionnaires, car à l'époque, pendant cette biennale del théâtre, il était arrivé le Living Theater, c'était théâtre révolutionnaire, cette compagnie phénoménale américaine, et qui sont venus à voir les spectacles à la Fenice et qui l'ont trouvé
que c'était extraordinaire, que c'était formé des théâtres rituels, que l'utilisation des masques évoquait des choses phénoménales dans le public. Et là, je me suis, à 20 ans, je me suis, disons, intéressé à savoir qu'est-ce que j'avais sur le visage et pourquoi il y avait une telle réaction vis-à-vis d'un groupe qui, à l'époque, c'était un groupe révolutionnaire, en voyant les masques qui arrivaient de très, très loin. Enfin, ça, c'est une anecdote, mais parmi cette compagnie, il y avait aussi Al Pacino qui était venu voir le spectacle. Et voilà, là, ça m'a créé une inquiétude, une curiosité et l'envie de continuer à pratiquer ce théâtre pour le découvrir. Et je suis encore en train de le découvrir après 50 ans. Et comment la France s'est imposée dans votre carrière, Carlo? Oh, il s'est imposé parce que, en effet, en 67 et 68, on a fait une très, très, très grande tournée avec l'Arlequin et Valet de Démètre, on a eu un très, très grand succès. Suite à ça, en 74, avec Soleri, on avait créé une compagnie à 3 personnes et on a joué pendant 2 mois au théâtre du Rond-Point à Paris chez Jean-Louis Barrault. Et là, on a eu également un grand succès qui après, j'étais appelé à donner des cours de comédie de l'art. D'abord, j'ai fait des cours chez Jacques Lecoq et après pour disons, les syndicats des comédiens français, la FDAS. Et petit à petit, la France, il a fait un fort appel vis-à-vis de ce que ça pouvait être ma vision de voir le théâtre. J'ai commencé à faire des mises en scène, pas de comédie, parce que le premier spectacle que j'ai monté, c'était Andromaque au théâtre Romaine de Fourvière à Lyon. Mais disons, c'est une deuxième patrie. J'étais entre France, dans le même temps, et Italie, avec la création avec Sandro Bressanello, Nora Fuser, del Tag Théâtre à Venise. Alors j'étais entre les deux, et après, à la fin, ça a été la France. Et puis Versailles. Est-ce que vous pouvez me dire 2 mots sur cette école donc? Le même parcours que Carlo Goldoni. Même lui, il est passé à Versailles. Lui, il était prof chez les rois d'Italiens. Moi, je fais encore de la mise en scène et je cherche de former des comédiens. Et vous défendez la Versailles, comédie. Versailles parce qu'il nous a accueillis. Versailles parce que depuis une vingtaine d'années, on s'est occupé de l'animation de cet énorme festival qui s'appelle le Mois Molière. C'est le deuxième plus important festival de France après le festival d'Avignon. Et les jeunes gens qui sont en formation dans mon académie, ils s'occupent de présenter des spectacles dans toutes les places et tous les jardins et les parcs de Versailles pendant des mois, dans le mois de juin. Ça, c'est le mois Molière, ça, Carlo. Et le mois Molière, exactement. Ouais. Ah, mon papa, il avait fait un spectacle d'ailleurs. Tout à fait, ton papa, il avait fait un spectacle, exactement. Exactement. Exactement, c'est là. C'était Don Cristobal. Voilà, disons, la France, pour répondre à ta question, c'est qu'ils nous mettent à disposition des choses qu'en Italie, c'est presque impossible d'avoir. Ça veut dire qu'il y a un respect pour la culture, il y a un respect pour le métier de comédien, il y a un respect pour l'art et pour la fonction de l'art dans la société, qu'en Italie, c'est nous qui on a tout créé, on a un pied parmi. D'accord. Oui, mais d'ailleurs, ouais. Elena, tu voulais. Est-ce que ça vous intéresse aussi que je raconte un peu le pourquoi moi j'ai choisi Naples ou tu veux qu'on en parle plus tard, Elena? Non, alors très rapidement, oui. Oui, non, très rapidement. Non, donc en fait, moi, c'est un peu, en fait, c'est presque. Alors, mon papa a suivi un parcours qui est peut-être au niveau de le fait d'aller en France, qui est assez semblable à celui de Carlo, parce que lui, mon papa, il est arrivé en 79, je crois, en France, et il est venu pour différentes raisons personnelles et professionnelles, et c'est là qu'il a vraiment commencé à faire des masques, parce qu'avant, il faisait surtout des marionnettes, en fait. Il était surtout marionnettiste en Italie. Il allait dans tous les villages dans plein de villages dans le nord de l'Italie avec ma mère, avec son frère, etc. Ils ont fait des compagnies itinérantes de marionnettes et ils allaient recueillir en fait des témoignages chez les gens du peuple, en fait, chez les paysans, chez les enfants, beaucoup dans les écoles aussi, dans le nord de l'Italie jusqu'au sud, en fait. Et ils ont recueilli énormément de témoignages et après, ils construisaient des marionnettes et des histoires à partir de ça. Et notamment, ils ont fait une émission en Suisse, à la télévision suisse dans les années 70, qui s'appelle Le Giudice di Roccastorta. Bref, donc ça, c'était tout l'univers des marionnettes qui, bien sûr, avait un lien très fort avec le monde du masque. Mais c'est en 80, seulement en arrivant en France, qu'il a commencé à faire des masques. Et donc moi, je suis né en France et j'ai grandi en France. Ensuite, en 2019, j'ai décidé d'aller à Naples parce que j'ai senti qu'ici, il y avait besoin, il y avait un accueil très fort. Déjà, il y a la tradition de la comédie de Pulcinella qui est très présente. Et surtout, il y avait un manque, en fait. Il y a un manque pour une ville qui est peut-être la première
dans l'histoire à avoir amené des masques, enfin, en tout cas, des masques au sens de la commedia, c'est-à-dire avec les fables Atellan, c'est ici, c'est à côté, Athènes, là. Donc, une ville qui a vu naître le personnage peut-être, sans choquer personne, le plus important de la commedia qui est Pulcinella, et ben, il n'y avait plus un seul artisan ici qui faisait des masques en cuir de Pulcinella. C'était que des trucs en terre cuite pour les touristes. Et donc, quand je suis arrivé, les gens m'ont dit, des acteurs, des jeunes, des moins jeunes, m'ont dit, on a besoin de quelqu'un qui fasse des masques ici. Et puis, je me suis tombé totalement amoureux de cette ville. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait le chemin inverse et je suis revenu en Italie. En fait. Voilà. On diffuse la commedia dell'arte dans ces lieux historiques, puisqu'ensuite on verra que la France était déjà une terre d'accueil pour les comédiens de l'art italien depuis déjà longtemps. Justement, on voit, pour rendre plus concret au public ce que sont ces fameux masques, est-ce que, voilà, Robin, tu pourrais nous en présenter certains? Moi, j'en ai déjà un avec moi qui est signé Robin. C'est Une colombine. la Colombina. Une colombine, qui en fait est née, ça c'est un masque que j'ai fait sur un moule de mon papa, qu'il a créé il y a une vingtaine d'années, et qui était en fait à l'origine destiné à représenter, disons, à être le personnage de Doña Rosita. Doña Rosita, qui est la femme, enfin l'épouse de Don Cristobal dans le Retablo de Don Cristobal de Federico García Lorca. Et en fait, donc ça, c'est un masque que mon père avait créé pour le personnage de Doña Rosita. Mais disons que le personnage de Doña Rosita dans cette fable enfin dans cette, oui, dans ce rétablio de García Lorca, c'est en fait une colombine. C'est vraiment une colombine. Donc oui, ça c'est une colombine. Alors c'est un peu une hérésie parce que normalement, Carlo le sait mieux que moi. Normalement, les femmes ne sont pas masquées. Il n'y a pas de masque féminin normalement dans la commedia dell'arte. Mais justement, c'était un choix assez particulier qu'avait fait mon père en 2000 à peu près, donc il y a 20 ans, de créer un masque pour une femme, hein, enfin un masque de femme en fait. C'est un choix particulier qui peut être justifié de manière assez longue, mais je ne vais pas en parler maintenant. Mais oui, voilà, donc il y a ça. Puis bon, moi j'ai d'autres masques. Je vais juste très vite fait Pulcinella, qui est juste là. Ça, c'est un Pulcinella, c'est un possible Pulcinella, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de variantes possibles au niveau des masques de commedia dell'arte. Moi, mon père a fait presque une dizaine de moules différents de Pulcinella qui ont des formes totalement différentes. C'est-à-dire, on a des Pulcinella archaïques, un Pulcinella, par exemple, qu'on voit notamment, enfin bon, bref, qu'on voit dans les peintures de Tiepolo, qui est un Pulcinella avec un très long nez, avec un visage assez épuré, mais un très long nez, comment dire, qui va vers le bas, comme ça. Bon, bref, ça, c'est un Pulcinella assez moderne. C'est une version assez moderne de Pulcinella, assez épurée aussi. Voilà, et qui fonctionne comme tous les masques, quoi. Donc, voilà. Donc, qui joue beaucoup sur ce rapport aux émotions et qui est vraiment le personnage de Naples dans toute sa complexité, parce que c'est un personnage qui a à la fois un rapport très intense à la mort, très direct à la mort, et en même temps qui peut passer de l'amour à la haine en une seconde, de la vie à la mort. Enfin, c'est le personnage des binarités. Voilà, bon, j'en ai beaucoup. Je me demandais, est-ce que oui, la traduction italienne, je pense qu'elle est en cours. Ok, non, c'est bon. Ok, ouais, va bien. Carlo, est-ce que tu as des masques près de toi à montrer au public? Non, écoute, non, pas dans ce moment, parce que tu sais, je suis en déplacement et lundi, je commence un atelier à l'Accademia di Udine avec Stefano Perocco et moi, j'ai fait toute la partie de la pratique de la commedia et Stefano construit les masques avec les élèves. C'est les élèves même qui font les masques. Mais j'ai ici un petit masque, tu vois là. Ça, c'est un micro-masque de comédien. Que ça a été construit par Alessio Sapienza. Alessio Sapienza, que c'est un constructeur de masques siciliennes et qui fait de très, très jolis masques. Alors, il y a cette masque qu'il a fait comme cadeau. À Marica, c'est un très, très, très joli masque en cuir. Oui, disons, les masques chez nous, à l'académie, c'est les comédiens même qui les construisent. Ça veut dire que c'est les étudiants, les élèves, sous la direction de Stefano. Et nous, on travaille beaucoup sur
soit sur les masques romaines, soit sur les masques anciennes et les masques grecques, et sur les masques des comédiens. Et après, on travaille aussi sur les masques expressives, ça veut dire tout ce que ça peut être des masques issus des carnavals de Bâle en Suisse, que c'est des masques larvaires, comme disait Jacques Lecoq. Voilà, on travaille sur ces trois dimensions des masques. D'accord. Et justement, on va Sì. pouvoir voir avec la bande-annonce de Scaramuccia, le spectacle mis en scène par Carlo Bozo, ses élèves qui portent les masques. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis Scaramouche, le soldat Scaramouche. Possa morir chi da manigel ingrata senza fenata fa la 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 fa la 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 la. Questa mercede alla mia fede, madre miei guai, non riderai, fa la 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 la. Oh, Scaramouche appuie avec les potages. Garde! Vite, à la poursuite! À sa poursuite. Allez! Alors, Germinette, est-ce que tu as un message pour moi? Oui, j'ai un message pour toi. Tu veux le savoir? Oui, je veux le savoir. Le message est le suivant. Casse-toi, pauvre con! Isabelle, mais qu'est-ce que vous faites ici, en plus habillé en homme? Mais je suis venue pour vous protéger, baron. Oh, merci. Et moi pour vous tuer. Ah, pas merci. Hein. Attention, Scaramouche! À quoi? Au coup de boule! Hein? Non! C'est pas comme ça que vous gagnerez le mondial! Caramella fa la galla con la scala, con la scarpa e la stivalla, la zombero. Ah, mais baron, je t'aime! Moi non plus. Halte! Changement de côté! Comment ça, changement de côté? Changement de côté! Mais je l'ai tué! C'est qui l'arbitre? C'est vous! Alors, changement de côté! Ah, zut, alors j'étais en train de gagner mes changements de côté. Reprenez! S'approchez pas! C'est un spectacle qu'on a créé la première fois avec le Tag Théâtre de Venise en 88, si je ne me trompe pas. Et le spectacle a été créé vraiment avec les comédiens. Il y avait beaucoup d'improvisation au début. Et ça a été un spectacle qui a tourné dans tout le monde et il a participé à cet renouveau de la comédie. Parce que, comme vous avez vu, il y avait un énorme travail sur toute la partie chorégraphie, les danses, les chants, les scrims, la pantomime. Ça veut dire qu'on a réutilisé toutes les techniques fondamentales de la comédie. C'est évident que les comédiens qu'il y avait à l'époque, c'était assez extraordinaire, comme c'était le groupe des jeunes gens de l'école, mais qui ont plus de 4500 heures de formation pour arriver à ça. Et c'est pour ça aussi la difficulté de réavoir des choses de qualité de comédiens, c'est l'énorme travail qu'il y a à faire pour arriver à créer un comédien de comédien qui doit savoir tout faire, dans l'acrobatie, au chant, à la danse. Et ça, c'est des milliers et milliers d'heures de travail. Et en plus, disons, le travail qu'on avait fait avec... Ça, c'est la troisième édition, c'est la troisième génération qui fait ce spectacle. Ça a commencé en 88 avec les tags, et là, on est en 2020. Ça veut dire que là, ça fait déjà quelques temps. Et il y a plus de 4000 représentations qui ont été faites dans le monde. La nouveauté dans ce spectacle, c'était, comme dans les premiers spectacles du tag, c'est de réactualiser sur le plan politique les scénarios. Ça veut dire là, on parle de la corruption du monde qui est gouverné par des personnes qui mettent en face leur intérêt privé plutôt que l'intérêt public. Général. Qu'ils profitent de ça. Là, c'est l'histoire d'un juge corrompu et que Scaramuccia arrive à raisonner à la fin. C'est des spectacles, disons, qui sont censés donner de la joie aux spectateurs et surtout d'arriver à les faire rire, mais vraiment rire et applaudir,
mais rire des peurs que le système social axé sur l'anxiété et sur la corruption peut créer dans les publics. C'est-à-dire que quand on arrive à faire rire quelqu'un de sa peur, on sait qu'on la libère de sa peur et que c'est lui qui fait peur, il perd son pouvoir. Merci. On avait aussi prévu de montrer cet extrait avec Ferruccio Soleri à l'Accademia di Udine. Après 28 ans d'interruption, vous vous êtes retrouvé avec Ferruccio Soleri. Après, disons, la destinée l'a voulu, quand je suis sorti du Piccolo Théâtre de Milan, et que je rentre justement à faire partie de cet spectacle que j'avais tellement adoré en 63 quand j'étais allé pour la première fois voir un spectacle de comédia. Et avec Ferruccio, après, on a établi une amitié qui existe encore aujourd'hui. On a travaillé dans l'Arlequin et Valet des Maîtres. Moi, j'étais devenu son remplaçante dans les KU, mais après, c'est jamais vérifié les KU. Merci à Dieu que c'est jamais vérifié. Et on a participé à 3 créations différentes sous la direction de cet extraordinaire metteur en scène que c'était Giorgio Strehler. La dernière, c'était à le Théâtre Odéon de Paris. Et après, on avait constitué cette groupe à 3 avec Graziella Galvani et on faisait une conférence spectacle sur l'histoire de la commedia à partir des années de Giovanni Poli pour arriver jusqu'à l'Arlequin et Valet des Maîtres de Strehler. C'était toute une série de sketchs, de scènes. Et on a joué jusqu'en 82. Et après, à partir de 82, mon chemin il est parti pour aller vers la France. Ferruccio, il a continué sa carrière avec le Piccolo. Et on s'est retrouvé après 28 ans à Udine à l'occasion de la commémoration de la morte de Nico Pepe, que c'était celui qui a créé l'Académie de Udine, et que c'était le pantalon de l'Arlequin et Valet des Maîtres. Comme ça, on s'est retrouvé avec Ferruccio. Et là, j'ai demandé à Ferruccio si on pouvait rejouer une scène qu'on avait jouée des centaines de fois, 28 années à l'avance. Et c'est la préparation du repas, Arlequin et Brighella. C'est lui qui fait Arlequin, bien entendu. Ci andremo, cosa ne sarà sti piatti? Nella prima portata che daremo la coppa, il lecco, il fritto e per ultimo un friccacacca ando. A 3 piatti li conosco, ma il quarto non so cosa che sia. Vale un piatto alla francese, un intingolo, una cocò, ma di buona. Non devi andare via. Ma come ne sponeremo le vivande in toia? Vale una cosa facile che cameriere farà. No, qui non viene cocò né cacà, mi ne premi la scaccaria. Tutto consistente, in buon ordine. Se metterà, per esempio. E guardemmo, per esempio. Qua per prima la coppa. Qua la soppa bella fumata. Qua è il fritto. Qua il fritto. Qua è il lecco. Qua il lecco. E qua per ultimo è il friccacacca andò. In mezzo, non avete niente. Già, fa 5 piatti. Vabbè, fare 5 piatti. E beh, adesso che mettiamo la calza per il lecco. Invece fa la minestra. E da una banda la calza e da salsa lecco. No, mi piace, ma altro che adesso non è così, non si può mettere bene i piatti in tocco. Come non saremo metà? Guardiamo. Tutto che questa sia la tua. Vediamo se dopo veniamo su anche. Come se ne figurisce ti piace. Guardegno. Si metterà per esempio per primo qua a femora. La soppa. La soppa. La minestra. La minestra. Facciamo una soppa speciale. E fai la soppa speciale. Facciamo una soppa alla francese. E fai la soppa alla francese. Bombo, suppongo. Cosa vi ho detto? Facciamo una soppa speciale. Questa l'ho capita ma dopo. Facciamo una soppa alla francese. Anche questa non l'avevo ma dopo. Bombo, suppongo. Non capisco il vostro. Cos'era sto gnogno? Ogno. Attaccatica. La segola! La cipolla! E dopo della soppa di segole anche mettiamo il liscio. Con 3 carotine. E dopo del liscio anche mettiamo
il fritto. Con tutti i contorni. E dopo del fritto che mettiamo l'arrosto. Con tutte le patatine. E dopo l'arrosto che mettiamo la salsa. La salsa. No, la salsa. La salsa. No, la calza in telpie. La salsa in tola. Ma io dico salsa, perché non sono capace di dire salsa. La parole cavallo femmina. Andrà bene, ma la salsa è troppo lontana dall'eco. Vabbè, faccio più una salsa. Si metta adesso. Ma come può la coppa sopportare la presenza della salsa? Ma mi soffro la minestra e la salsa. Ma mai a rostarare la nostra E l'acqua è il piatto che non conosco, ne ha messo un piatto in più vicino in Italia. Fregano, il nome stesso lo dice, frica caca ando. E il ciappo la minestra che va nel fritto la nostra. E mi comando. Vabbè, grazie per me. A 90 anni non posso fare di più. Angelo Souma, c'est l'époque aussi où il y a un théâtre de masques qui est d'ailleurs défendu par un auteur qui s'appelait Gozzi, qui est tout à fait en opposition avec Goldoni, qui lui commence à défendre un théâtre de texte au contraire. Quels étaient ces masques? On connaît bien évidemment Harlequin. Mais c'était des masques qui venaient un peu de tous les parts d'Italie, de toutes les parts différentes villes. Et il y en avait bien nombreuses. Il y avait 800 personnages. 800 personnages, chaque personnage représentait l'esprit d'une ville, d'un village, de la manière d'être. Il y avait des masques, lui venait par exemple, était de la ville de Naples, mais venait de l'Espagne. C'était le capitaine, mais c'était le capitaine de long course qui aimait pas la guerre, aimait faire croire qu'il faisait la guerre, donc courageux comme ça, très héroïque. Et bien sûr, j'ai tué plein de gens, moi. Mais dès que les dangers s'approchaient, non, j'étais pas moi. Et comme tous les masques, les capitaines comme les autres, ont un côté et l'autre contraire. Il y avait Tartaglia, de la région de Naples, lui aussi. Tartaglia, c'était un grand timide, parce que c'était un notaire. C'était quelqu'un qui était, c'était pas quelqu'un du pouvoir, c'était pas quelqu'un du peuple, était maltraité d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça que... Mais, comme tous les masques, avec son contraire, le timide, qu'on peut enfin s'exprimer, un tueur terrible. Et voilà, il y avait Harlequin, que tout le monde connaît, qui on dit qu'il venait de Bergame, mais à Bergame, je ne sais pas si beaucoup de monde, tout le monde connaît Harlequin, mais Harlequin était beaucoup plus connu en France qu'à Bergame même, où Litrigos, qui était un personnage avec 3 cloîtres, s'est promené dans la ville de Bergame. Mais lui vient de Bergame, malgré tout. C'était un émigré qui part, arrive à Venise et découvre une ville où il y a plein de gens comme ça, différentes, donc il les découvre. Il voit que les gens font des révérences, donc lui aussi exagère un peu. Je ne sais pas où mettre mes pieds, parce que ici, peut-être ça brûle, peut-être pas. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Et à Venise, rencontre Pantalone, que c'était le riche Vénitien, que lui, par contre, était toujours avec oh, mais mon cher ami, c'est très bien, vous avez de l'argent dans vos poches, j'espère. Oh, quelle jolie mademoiselle, vous savez, j'ai de l'argent dans mes poches. Vous avez quelque chose à faire ce soir? Mais donnez-moi votre argent, monsieur. C'est pas si facile que ça, vous voyez. Et voilà, et donc on passait le même. Je ne pourrais pas courtiser comme ça une demoiselle. Je serais obligé à vous dire, ma chère, que j'ai tué bien de monde, moi, pour arriver à conquérir l'univers. Mais bien sûr. Et donc ça sont toutes des choses intelligentes que je peux vous dire sur les masques.
Donc, Pierre-Angela Souma, je vous remercie. Tous vos masques, on peut les voir à l'entrée des artistes qui trouvent rue Saint-Martin, qui est une librairie, et qui est aussi une librairie de cinéma. Et puis, moi, je voudrais vous proposer aussi un ouvrage, quelques ouvrages. Donc là, on nous demande de quel facteur de masque cet extrait. Je pense que il parlait de l'extrait avec Carlo Ferruccio. Ah, d'accord. Carlo, c'était qui a fait les masques de votre duo avec Ferruccio Soleri? Ah non, c'est les masques des duos qu'on a avec Ferruccio. Ferruccio, il a la masque de Amleto Sartori. Ça veut dire, c'est lui qui a recréé les masques pour la première fois en Italie dans les années 50, au début des années 50, et de l'Université de Padoue. Et moi, j'ai les masques de excuse-moi, de Brighella que j'utilise moi, c'est les masques de Stefano Perocco, que ça a été un élève de Donato Sartori, des fils de Amleto Sartori. D'accord. Ouais. Oui, d'ailleurs, Stefano, c'était un grand ami aussi de papa, et c'est assez étonnant parce qu'en fait, mon papa, lui, bien sûr, évidemment, comme tout le monde à l'époque, a fait que c'est aussi grâce au travail de Hamlet et de Donato Sartori qu'il a repris ce travail-là. Mais en fait, il a vraiment construit une technique assez, je le dis comme ça parce que c'est la vérité, il a construit une technique qui est assez indépendante en fait de celle que développe, même s'il aimait énormément le travail de Sartori et le travail de Stefano, par exemple, mais c'est une technique légèrement différente au niveau de la façon dont le masque est créé et modelé à l'origine. Il y a un travail, mon papa, il travaillait beaucoup avec les énergies, en fait, les énergies qu'il mettait dans le masque, la façon dont le masque, ensuite, à partir du mouvement, vraiment du geste, en fait, dans l'argile, ce que ça donnait comme conséquence, on va dire, sur le jeu de l'acteur. Et ça, c'est une différence assez importante parce que mon papa travaillait beaucoup de l'argile directement à la résine et ensuite au cuir. Alors que la plupart des créateurs, un bon nombre de créateurs de masques, en général, sculptent dans le bois. Parfois par de l'argile, mais finissent par sculpter dans le bois pour faire la matrice du cuir. Donc ça, c'est quand même une technique qui est légèrement différente et qui donne des résultats qui sont différents et qui sont très intéressants à étudier. Et je pense que les deux ont vraiment leur qualité. Et voilà, je voulais juste dire ça puisqu'on en parlait. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie de la rencontre sur les liens entre France et Italie. Et ensuite, on parlera enfin de la subversion de la commedia dell'arte et de son rapport au pouvoir. Donc, est-ce que, Carlo, tu peux revenir sur le lien des comédiens de l'art à la France? Quand est-ce que la commedia dell'arte commence à se déplacer de l'Italie? Oh, bien, très tôt, ça veut dire très tôt. Disons que les premières compagnies de comédiens qui commencent à sillonner la France, c'est déjà dans les années 40-50, 1740-50. Après, qui sait que vraiment il amène la mode de la commedia en France, c'est la compagnie dei Comici Gelosi, qu'il était capitané da Francesco Anderini, che c'était le capitaine Spaventa, et surtout qu'il avait cette extraordinaire comédienne dans l'équipe, que c'était Isabella Andreini, qui a donné des lettres de noblesse à tous les personnages féminins de l'époque dans la comédia. Disons, c'était joué par le roi Henri II pour Henri III dans 1774. Et ça veut dire que la France, la commedia, il a été amenée par les Médicis en France, en effet. Ça veut dire que les Médicis, ils ont commencé à protéger les comédiens des comédias déjà en 1588 pour le mariage de Fernando de Medici avec Christine de Lorraine. Il y avait une union entre France et Italie par le biais de ce mariage. Qui c'est qui l'a joué pour fêter les mariages? C'était Isabelle Andreini avec la folie d'Isabelle. Et là, ça crée déjà des liens vrais, réels entre la France et l'Italie par le biais de la commedia. Et il faut penser aussi qu'en Italie, on avait un mouvement d'auteurs qui c'était des auteurs qui travaillaient pour la cour, que c'était un théâtre très beau théâtre, mais joué pas des professionnels, par des amateurs, que c'était Machiavelli, Tasso, ça veut dire on avait Bibbiena, on avait des grands auteurs de théâtre qui écrivaient des pièces
pièces qui étaient représentées. Sur la place, on avait la comédia. En France, on n'a pas eu ce mouvement au début du XVIe siècle des auteurs qui ont commencé à écrire des théâtres à l'intérieur des cours. Et c'est parti à la mode, c'est arrivé du théâtre, de la récupération du théâtre après 1000 ans qu'il était complètement disparu, tranne quelques fables médiévales, c'est reparti avec les Italiennes qui sont arrivés avec les spectacles des comédiens. Et depuis alors, ça a été toujours une terre d'accueil, c'est-à-dire ça a toujours existé cette idée de partager des théâtres, de partager l'histoire du théâtre, comme ça a été le cas de Biancolelli avec Molière, qui partageait le même théâtre que c'était les Petits Bourbons à Paris. Ça veut dire qu'il y a eu un rapport de fraternité entre les théâtres italiens et les théâtres français, qui encore aujourd'hui, ça existe. Cette tradition, ça existe. La fonction même politique que le théâtre peut avoir dans la société, en France, il a une énorme valeur encore aujourd'hui. On sait que le théâtre, il a une fonction éducative de ce que ça peut être le public. Et en France, l'éducation des publics, ça passe aussi à travers des jeunes, à travers les théâtres. La comédie de l'art est étudiée dans les collèges, c'est-à-dire pour sa fonction politique de redonner une place à la femme au centre de ce que ça peut être les processus sociaux, de garantir les droits à l'amour face les droits disons, à l'argent, c'est-à-dire de garantir la liberté, d'aimer, le respect de l'un vers l'autre. La comédia, il a cette forme de théâtre, il a toujours cette fonction de recréer un équilibre social par les biais de la représentation théâtrale, qui en France c'est encore très, très, très forte, et la fonction du théâtre dans la société, il a toute sa place. Voilà. Et ça n'a jamais arrêté. C'est pour ça aussi que l'école que j'ai essayé plusieurs fois de créer à Venise et dans des autres endroits, c'est avec des impossibilités, des difficultés dues à l'ignorance de la classe politique italienne et la non-connaissance de l'histoire qu'ils ont, c'est-à-dire de l'ignorance qu'il y a, ça a créé des difficultés terribles vis-à-vis de ce que ça pouvait être constitué une école de théâtre axée sur la comédia. En Italie, c'est comme ça que l'école, même si ce n'est pas une comédia, je l'ai créée en France car ça a été immédiat, c'est-à-dire l'accueil, ça a été immédiat. Là, on est en train de chercher de faire, on en parlera après, au contraire, de reporter la comédia en Italie à Chioggia, et on est en train de créer toute une action au niveau de la région Vénétie pour arriver à recréer un centre permanent de recherche et de pratique de la comédia en Italie. Magnifique. Et d'ailleurs, on a beaucoup de personnes qui nous suivent de Paris aujourd'hui. Donc, on profite pour les saluer et les inviter à Versailles, dans votre académie. Est-ce que parfois, il y a des journées portes ouvertes Tout à fait. Alors là, on vient de faire des portes ouvertes fermées, dans le sens qu'on était confinés, mais on a ouvert pareil les portes au public qui est venu nombreux. Et là, on va refaire des portes ouvertes à la fin du mois de mars, dans lesquelles on présente des extraits des 7 pièces qu'après on présentera dans les cas, que ne sont pas toutes des comédiens, et on présentera après dans le cadre du Molière et ensuite au Festival d'Avignon cette année. Et ça, fin mars, juste avant de Pâques. D'accord. On nous suit aussi du Chili, de Berlin, d'Andorre et de toute l'Italie. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la comédie n'a plus de frontières, puisque c'est une académie internationale? Elle a vocation à donner des spectacles dans tous les pays du monde? Oui, tout à fait. Disons, c'est une forme de théâtre. Mais oui, parce que disons, c'est une forme de théâtre qui est compréhensible pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y avait Soleri qu'on s'est rencontrés ça fait quelques temps, quand ils sont allés en Chine, il y avait des spectateurs qui à la fin ils étaient en genoux face à Soleri dans les loges. Car on parle d'amour, on parle de la rapport serviteur-patron, on parle des droits de la femme à aimer et de se marier avec celui qu'il veut, et pas avec celui dans lequel tu obliges la famille, comme c'est chez les musulmans ou c'est des autres religions dans le monde. Ça veut dire qu'on fait rire de la douleur qu'on a de survivre tous les jours, et pour arriver à la fin faire la morale et dire
et que l'homme, il faut qu'il respecte l'homme et qu'il respecte la femme surtout dans la société et que c'est juste de faire triompher l'amour, le pouvoir de l'amour passer à l'amour du pouvoir. Et tout ça, c'est très simple. En plus, avec ce travail phénoménal, que ce sont des milliers d'heures de travail, que c'est Merrill, che c'est la biomécanique e l'utilizzazione di corps d'une façon non naturaliste pour créer un langage universel. C'est-à-dire que dans la comédia, on utilise tous les corps pour faire des sous-titres d'une façon que si on parle d'amour, on fait battre les cœurs. Si on a peur, on a des réactions exagérées sur la peur. Si on a l'espoir, on a des réactions exagérées pour faire comprendre qu'on a l'espoir. C'est un théâtre compréhensible pour tous. C'est une forme de Walt Disney à mieux. Voilà. Il y avait même une langue internationale, une langue qui permettait de se faire comprendre. Bien sûr, Et oui, parce que du moment qu'on parle, tu sais, du moment, moi j'ai joué dans tous les pays du monde, mais vraiment dans tous les pays du monde, ça du Japon à l'Argentine, au Mexique, partout, et on a toujours joué en dialecte. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas changé un mot d'un pays plutôt qu'un autre. Pourquoi? Parce que le langage du cœur, c'est universel. Ça veut dire que la sonorité d'amour, ça sera toujours la sonorité d'amour. La rage, il y aura toujours une certaine rage. Et le public, à la fin du spectacle, croit d'avoir compris l'italien. C'est magique. Voilà. Oui, bah c'était le Gramlo aussi qui a été développé, qui a été notamment repris beaucoup par Dario Fo, qui a fait toute une série de spectacles. Tu sais, quand on est à l'étranger, si je parle vénitien, pour eux, c'est du Gramlo. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Dario Fo, il a découvert en regardant la Game des Maîtres que le public rigolait à Paris. Et il dit, bon, il ne comprend rien. Il s'est inventé une langue que ça n'existait pas. Il s'est inventé les Gramlo. Mais pour nous, qui vont à l'étranger, c'est toujours les Gramlo, c'est les Gramlo. Si on parle des dialectes de Bergame, pour nous autres, c'est des Gramlo. Mais après, comprendre qu'on parle d'avoir faim, qu'on parle d'avoir envie d'aimer, même si on ne parle pas la langue. C'est le langage de l'émotion que ça compte. Donc, ce caractère innovateur de la commedia dell'arte, ça concerne aussi en fait la place de la femme. À partir de quel moment les femmes montent sur scène, puisque à partir tout de suite du début, vous savez qu'à la commedia, les femmes au début du XVIe siècle commencent à rentrer sur scène. Et alors ça, c'était une grande nouveauté parce que chez les Grecs, jamais les femmes n'ont joué. Si, danser, ils pouvaient faire de la pantomime, mais pas parler, ça n'existait même pas. Dans les théâtres romains, pareil, les femmes ne parlaient pas, c'était les hommes qui jouaient le rôle des femmes pour dire aux femmes qui regardaient les spectacles qu'est-ce qu'il fallait faire. Là, au contraire, avec la commedia, c'est la femme qui rentre en scène, ça devient à l'improviste, elle qui défend qu'est-ce que ça peut être le rôle de la femme dans la société. Ça commence avec deux masques à la fin du XVe siècle, ça veut dire que c'est les masques des Magnifico et les masques des Zanni, le masque qui représente le peuple et l'autre qui représente le pouvoir, et au milieu, il y a la femme. Et les deux font un tournoi d'amour pour la femme, et c'est elle qui décide avec qui aller. Et là, c'était une révolution totale dans une situation sociale dans laquelle les mariages étaient établis à la naissance et que les femmes étaient violées toutes les fois qu'on arrivait à se marier. Ça veut dire qu'il était destiné à être violé la nuit de noces. Et ça a duré des siècles et des siècles. Molière se battait avec les mariages forcés, contre cette fléau de la société. Et bien entendu, là, les femmes sont sur scène pour défendre leur droit à aimer, que c'est des Antigones phénoménales. Ça suffit de lire les scénarios des comédiens, ils sont géniaux. C'est évident qu'on ne peut pas se battre contre les pères, mais ça sera après le destin à faire si que les pères soient obligés de marier elle avec qui il vit. Tout ça, c'est les prétextes après pour faire une série de scènes rocambolesques comme dans Roméo et Juliette. Là, les pères ne veulent pas que la pauvre fille se marie avec celui-là, et la fille crève. C'est-à-dire, mais là, on parle vraiment de société, la commedia dell'arte. Pendant des siècles, ils se battent contre cette période du mariage forcé d'une façon géniale. Et bien entendu, aussi dans les rapports serviteur-patron. D'accord, ça devient un langage universel. Mais encore aujourd'hui, l'année passée, j'étais avec Marco Lulli, que je salue s'il est là, et on était au Pakistan. Et on a fait des scènes, des extraits de scènes de l'Arlequin et Valet des Maîtres, dans lesquelles il y a Clarisse qui se révolte contre son père, car il veut la marier avec un mec plutôt qu'avec celle qu'il aime, celui qui l'aime, elle. Et là, le public, à la fin, a dit, c'était la fille qui jouait ce rôle, mais vous avez un courage, mademoiselle, phénoménal. Elle s'est remontée comme ça, le public est contre son père. Et on est en 2020.
Alors, ça veut dire, et à la fin, bien entendu, il y a les mariages d'amour. Et là, il y avait tous les publics pakistanais, qui sont 150 millions et qui parlent toute la journée des problèmes et qui ont été destinés depuis qu'il était petit avec qui s'est marié. Alors, ça veut dire que là, c'est déjà cassé l'idée de la société si on ne respecte pas les droits à l'amour. Voilà. Et donc, la Commedia faisait déjà ça au XVIe siècle. Il éduque les spectateurs à dire que l'amour, il doit être le pouvoir de l'amour, il doit gagner contre l'amour du pouvoir. Et alors, quelle a été la réaction du pouvoir en place? Quelle a été la réaction de l'Église? Pour en parler avec nous. Pour demander au père Louis Xavier. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons Père Louis Xavier Hardillet qui est connecté, qui est ici. Et en fait, il est à Avignon. C'est ça, vous êtes aumônier auprès des artistes du Festival d'Avignon. Alors, j'étais aumônier auprès du Festival d'Avignon, délégué à la culture pour le diocèse d'Avignon, et donc à ce titre aumônier du festival. Pendant les 3 derniers festivals, le dernier n'ayant pas eu lieu puisqu'il y avait le Covid. Et cette année, je prends une année de pause où je fais des études de théologie. Donc, je remercie beaucoup Carlo de m'avoir invité à cette réunion. Dont je découvre une partie de la thématique en même temps que je vous entends parler. Donc, j'espère que mon intervention ne vous décevra pas. Et si c'est le cas, prenez-le pour une tentative bouffonne de faire moi-même le Commedia dell'arte. Voilà. Vous avez vu que j'étais prêtre. J'enlève ça parce que ça me scie le cou. Et si vous permettez, je vais… Elena, je me laisse guider. Vous me dites le moment où je commence à parler. D'accord, je voulais juste rappeler brièvement, donc vous avez enseigné la philosophie et la théologie en France, en Lituanie, au Cameroun, dans des communautés religieuses et des séminaires diocésains. Vous avez exercé au ministère pendant 3 ans à New York au service d'une paroisse américaine et de l'aumônerie francophone à Manhattan. Mais vous êtes surtout un grand passionné de théâtre. Et vous allez pouvoir nous parler de la place de la Commedia dell'arte face au théâtre. Pardon, excusez-moi, face à l'Église. Du théâtre en général, hein, ça c'est pas forcément. Comment l'Église a accueilli donc ce rejet, par exemple, du mariage forcé, ou bien de certaines caricatures, et jusqu'à aujourd'hui, finalement. Très bien, alors je pense qu'on aborde un sujet complexe, mais qui la difficulté est compensée par l'intérêt du sujet, et on l'entend depuis le début de cette conférence entre nous. Ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de rappeler quelque chose que vous savez probablement tous, qui est l'origine du théâtre. Vous savez que, d'après ce que supposent les historiens, le théâtre est né, le théâtre occidental en tout cas est né en Grèce, au cours des fêtes dionysiaques, qui étaient des fêtes, non pas comme une grande fête foraine, mais des fêtes qui avaient une signification politique. Et quand je dis politique, je ne veux pas dire idéologique, de droite ou de gauche, comme nous pouvons comprendre au XXe siècle, mais politique au sens où la police, la ville, la cité se rassemblait pendant plusieurs jours, et à travers des représentations théâtrales, se raconter sa propre histoire. Vous savez, dans une famille, on se raconte l'histoire de la famille, ce qu'a fait le grand-père, l'arrière-grand-père, peut-être même l'arrière-arrière-grand-père. Eh bien, la cité, pour se comprendre, pour se situer à l'intérieur d'elle-même et par rapport aux autres cités, se raconter son histoire, mais se la raconter sous la forme d'une représentation théâtrale qui est un peu différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, mais qui en a donné les bases. Et la cité faisait l'expérience ensemble de son existence politique à travers le destin de héros qui, dans la tragédie en particulier, étaient confrontés souvent à ce qu'on appelle leur hubris, leur orgueil, et l'expérience de la colère des dieux qui réagissent à l'orgueil des hommes. Il y a bien d'autres thèmes, mais ces deux-là sont particulièrement significatifs. C'était une expérience essentiellement communautaire. Si vous avez vu des théâtres antiques, vous savez qu'on était les uns contre les autres, et c'est ça qui nous manque en ce moment avec le Covid. C'est qu'au théâtre, on vit une expérience ensemble, un peu de la même façon qu'on est censé la vivre dans une liturgie à la messe. J'en parlerai tout à l'heure pour parler du rapport entre le théâtre et l'Église, justement. Dans ces pièces qui nous sont restées de l'Antiquité, il y a des comédies, des pièces comiques, mais le genre majeur qui a été conservé, c'est le genre de la tragédie.
Et je voudrais tout à l'heure faire une incise pour montrer qu'en fait, il serait absurde de vouloir séparer absolument la tragédie et la comédie, parce que la commedia dell'arte aborde les mêmes thèmes que la tragédie, mais sous un mode cathartique différent. Alors, vous voyez que le théâtre commence comme une expérience, ce qui pour l'homme occidental est quelque chose d'essentiel, parce que nous avons, et je pense que c'est un héritage français qui est à prendre avec précaution, nous avons hérité de Descartes notamment, l'idée que pour aborder la réalité, pour l'embrasser, il faut la connaître de manière claire et distincte. Et on a développé à travers le langage des habitudes de langage conceptuel qui gagnent énormément en précision, mais qui en même temps perdent leur charge affective et émotionnelle. Le concept clair du philosophe et de la pensée occidentale en général évacue la part nécessairement obscure et inexprimable par le seul verbe de l'existence humaine. On l'a vu dans les extraits tout à l'heure, l'amour ou la peur ne s'expriment pas par nature par des propositions cohérentes. On pourrait même dire qu'il faut des propositions incohérentes pour exprimer l'amour et la peur, et que c'est dans cette incohérence, dans cette obscurité, que le sentiment peut s'exprimer et se communiquer à la personne ou aux personnes à qui on parle. Et dans tous les cas, pour que l'expérience humaine soit conscientisée, elle implique d'être mise en forme. Ça peut être à travers des danses, à travers des mots qui sont eux-mêmes des symboles, à travers des expressions picturales, sous un mode, et je me permets de faire cette distinction en espérant qu'elle ne soit pas pédante, un mode que je voudrais appeler préconceptuel, c'est-à-dire que le mode archaïque, le mode initial, principiel de l'intelligence, celui qui est premier dans l'ordre de notre développement humain, c'est le mode du symbole. L'enfant, il dessine, il chante, il s'exprime avec des gestes, des rires et des pleurs. Et ce langage, au fur et à mesure que nous grandissons avec l'âge de raison, persiste, mais est comme domestiqué par la raison. Et on voit souvent auprès des personnes âgées, des personnes en fin de vie ou en grande dépendance, on voit ressurgir de manière extrêmement émouvante une expression qui est une expression par le geste, par le symbole, d'émotions extrêmement fondamentales, comme la peur et comme l'amour, encore une fois. On voit que dans le théâtre, et je trouve que la commedia dell'arte le montre de manière très forte, puisqu'elle comporte certains stéréotypes que l'on retrouve dans les différentes pièces, le symbole est d'autant plus riche qu'il recourt à une référence plus simple, voire plus grossière. Il y a le chevalier courageux et brave, et il y a la femme innocente et pure qui est bafouée par un homme mauvais, etc. Il y a une simplicité, un archaïsme, on pourrait dire presque une grossièreté dans l'expression symbolique, mais c'est précisément ce caractère un peu incoatif du symbole qui lui donne une dimension infinie à explorer. C'est très fort dans la tragédie, mais je n'exclus pas du tout la comédie. La comédie représente des types et opère une catharsis, comme le disait très bien Carlo tout à l'heure, par le rire, une forme d'exorcisme et de traversée de la tragédie humaine. On parlait des mariages forcés, de l'intrusion du pouvoir dans l'amour. La commedia dell'arte, elle exerce un exorcisme qui se fait par le rire, mais nous savons que le rire est une arme extrêmement redoutable et que dans un monde idéologiquement clos et politiquement clos, l'humour est une arme très dangereuse à pratiquer. Alors, je n'hésite pas pour ma part, pour vous dire que j'ai des références qui sont en dehors du théâtre. Je ne sais pas si vous avez vu un peu la série Friends. Je pense que Lisa Kudrow, qui joue Phoebe et qui a joué dans plein d'autres rôles, est une grande comique, mais qu'elle est aussi une immense tragédienne, parce que les personnages qu'elle représente sont essentiellement tragiques, confrontés à la mort, confrontés à l'absurde. Elle a cet apport particulier du fait qu'elle est juive et que l'absurde lui est très familier. Mais elle exprime à travers ça quelque chose d'essentiel à la condition humaine. Donc je pense qu'il serait vain d'opposer la commedia et la tragédie. Ce sont deux formes de traversée de l'existence humaine. Alors, je voudrais terminer sur le rapport de l'Église au théâtre. C'est un rapport qui a été compliqué parce que le symbolisme théâtral
précisément parce qu'il comporte une part d'obscurité, que le symbolisme peut toujours être réexploré. Si vous prenez les mythes grecs ou la Commedia dell'arte, les mêmes histoires peuvent être explorées et exploitées, si je peux m'exprimer ainsi, de manière toujours différente, avec un symbolisme qui échappe à la précision doctrinale que l'Église, qui se crispe souvent, affectionne. La crispation doctrinale fait qu'on a peur que soient exprimées des choses qui ne correspondent pas à l'enseignement que l'Église affectionne ou désire transmettre. Et pourtant, il y a une affinité qui me semble profonde et beaucoup plus forte que l'inquiétude des théologiens. La communauté chrétienne, l'Église, se constitue comme la communauté grecque dans une expérience commune, qui est l'expérience de la liturgie, l'expérience de la messe en particulier. La liturgie chrétienne, l'expérience de la messe, ça ne nous apparaît pas parce qu'on est habitué ou qu'on ne la connaît pas, selon nos expériences. La liturgie, c'est une traversée du tragique. C'est l'expérience du tragique le plus abouti qui ait jamais été exprimé dans l'histoire humaine. Vous savez que le tragique est exprimé chez les Grecs, mais là, il s'agit non pas d'un personnage mythologique, en tout cas pour le croyant, et même, je crois, pour l'historien. Il s'agit d'un homme qui est né sous le règne d'Auguste, avec qui la parole de tout le monde s'accorde, parce que ses paroles sont incontestables, elles font autorité par elles-mêmes, sauf lorsqu'il se dit fils de Dieu. Et c'est un homme qui traverse toute l'histoire humaine à travers ses joies et le tragique inéluctable qui est celui de la mort. Jésus naît dans la pauvreté, on peut tous se retrouver dans cette expérience de la pauvreté, au moins dans la peur de la pauvreté. Il partage une vie familiale compliquée, une vie de travail, une vie de don de soi, de compassion. Il éveille des jalousies, il est mis à mort de manière injuste. Et ce qu'opère la liturgie chrétienne, qui est tout à fait neuf par rapport au théâtre antique, c'est que le Christ descend aux enfers, d'où il ramène les âmes des justes, de ceux qui ont désiré la justice, même si c'est un tout petit peu. Et la promesse de la liturgie, c'est de nous y faire participer dans le futur, ce qu'on appelle l'eschatologie, mais dès à présent. La liturgie devrait être cette expérience de la traversée du tragique, les yeux ouverts, et de la sortie du tragique. Dans l'Église latine, l'Église romaine à laquelle j'appartiens, c'est une expérience qui s'est perdue au profit de quelque chose qui est plus de l'ordre de la représentation, d'un spectacle très traditionnaliste ou très libéral. Je n'ai pas de position personnelle sur cette question, mais le fait est là. Je me rends compte que les salles de cinéma ou de spectacle sont beaucoup plus pleines que les églises, parce que je pense qu'elles procurent une expérience au sujet des mêmes thèmes qui relèvent de la condition humaine, que n'offre plus guère la liturgie. Pourtant, la liturgie pourrait avoir recours et a recours à des symboles très forts, parce qu'ils sont très élémentaires, le pain rompu, le vin, le chant, le silence, les positions du corps. Il me semble que la liturgie offre une tragédie réconciliée, ce qui est absolument neuf dans l'histoire des civilisations. Et ça a laissé un impact. Je prends par exemple l'exemple du mariage de Figaro. Je pense que vous avez tous vu cet opéra où le comte se conduit avec sa femme comme une ordure. Il la trompe, il la maltraite, il est odieux avec elle. Et à la fin de la pièce, presque par erreur, il se met à genoux et il lui demande « Contessa perdono », « Comtesse, pardonne-moi ». Et à ce moment-là, il y a cette air absolument céleste où le tragique de l'humiliation de cette femme, de l'humiliation de toutes les femmes de cette représentation, est comme aboli par le pardon que la comtesse accorde et qui résout d'un seul coup tout ce qui était irrésolu dans le tragique de la situation. Alors il me semble, pour conclure, que le théâtre a cette fonction politique profondément, et quand je dis politique, encore une fois, ça n'est pas idéologique, de proposer une expérience partagée de la condition humaine. Aujourd'hui, le théâtre a tendance à tourner au spectacle, et je pense que votre métier, c'est pour ça que je suis très reconnaissant de vous avoir entendu tous les deux en particulier, votre métier est gardien d'une tradition irremplaçable à laquelle la liturgie ne se substitue pas. Ce sont plutôt deux appels convergents. Pour reprendre l'expression de Pirandello, aujourd'hui, il y a des personnages qui sont en quête d'auteurs ou de metteurs en scène au théâtre et à l'église. Il y a des hommes et des femmes qui sont en quête de personnages au théâtre ou à l'église
qui représentent, qui rendent présent leur propre expérience de vie et qui apportent une certaine forme de résolution. Et il y a aussi une église, je parle pour ma paroisse, qui est en quête d'une expérience liturgique qui lui donne son existence. Et je crois qu'en tant qu'artiste, et je m'adresse à vous en tant qu'artiste, il y a un secret qui vous est propre, dont vous êtes gardien pour une part essentielle. Et il me semble qu'un dialogue respectueux et humble entre l'Église et le théâtre, l'humilité est toujours la clé d'une rencontre qui produit du fruit, me semble nécessaire à leur survie mutuelle. Je parle en n'étant plus officiellement aumônier du Festival d'Avignon. Cette perte du sens dramatique, cette perte du rapport avec le tragique de la condition humaine, puisque nous n'avons plus les outils pour l'aborder, est sans doute responsable, à mon sens, d'une perte de qualité du théâtre. Je pense que ce dialogue entre la liturgie de l'Église et la liturgie du théâtre pourrait, lorsque les peurs seront dissipées, produire de grands fruits. Je termine et j'espère n'avoir pas été trop long. Je voulais réagir, pardon, Léna, merci beaucoup, Père Louis-Xavier. J'ai envie de réagir avec une chose. Moi, je ne peux pas beaucoup parler de religion parce que n'étant pas moi-même croyant, mais en tout cas, je peux un petit peu parler de. Vous avez parlé de philosophie, vous avez parlé de tout ça, mais je peux parler un petit peu sur le personnage de. C'est assez intéressant dans la ville de Naples. Je ne sais pas si vous avez jamais été à Naples, mais c'est une ville où la religion est extrêmement présente. La religion catholique, hein, vraiment la religion catholique dans sa forme la plus pure, j'ai envie de dire, elle est extrêmement présente partout parce qu'il n'y a pas il n'y a pas 50 mètres, allez, il n'y a pas 20 mètres sans qu'il y ait une petite chapelle à la Vierge Marie, à Jésus, à Saint-Antoine, enfin voilà, à tous les saints possibles et imaginables. Et ce qui est très étonnant, et à Maradona, voilà, à San Gennaro. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à la fois, il y a cette culture religieuse qui est extrêmement présente, et il y a la culture populaire en même temps. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, je pourrais vous montrer, c'est dommage, là il fait nuit, mais je pourrais vous montrer en face de chez moi, en face de ma boutique, j'ai donc comment on appelle ça, un hôtel, je crois, à la Vierge Marie, et en dessous, enfin une chapelle à la Vierge Marie, et juste en dessous, il y a une fresque de Pulcinella. Une fresque de Pulcinella, vraiment sous la. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que Naples, et ça, c'est la chose très belle, et j'ai en face de chez moi un jeune homme qui est en face de ma boutique toujours, qui est homosexuel, qui se considère femme alors qu'il est né homme, et qui est l'homme, je pense, le plus croyant que j'ai rencontré de ma vie, le plus catholique que j'ai rencontré de ma vie. Il organise chaque mois des défilés sur la Madone, voilà, il organise des défilés religieux. Au Nouvel An, il a tenu à aller saluer chaque église pour remercier la nouvelle année, etc. Et en même temps, c'est un Pulcinella, c'est-à-dire que lui, c'est un personnage incarné, c'est une personne. Il n'a même pas besoin de porter le masque. Je lui ai proposé de porter le masque de Pulcinella. Il n'a pas voulu parce qu'il est Pulcinella. Donc en fait, il n'a pas besoin de le porter. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Une ville comme Naples, elle est tout à fait fascinante parce qu'il y a cet esprit de moquerie, il y a cet esprit de révolte, il y a cet esprit de se moquer de se moquer de tout ça. Et en même temps, il y a un respect, il y a une foi qui est très présente. Et je termine juste avec ça sur le. Je pense que c'est juste intéressant. Moi, je n'ai pas envie de m'exprimer plus là-dessus, mais simplement ce qui est intéressant, c'est notamment le rapport que le personnage, la personne de Pulcinella entretient avec la mort. Et ça, c'est quelque chose je pense que c'est un point commun très très fort entre la religion, on va dire, entre ce qu'essaye de faire la religion, je le dis comme ça, ce qu'essaie de faire la religion dans son discours par rapport à la mort, et le personnage de Pulcinella qui, lui, a aussi son rapport à la mort. Il y a un rapport où la mort et la vie s'enchaînent sans cesse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de. Pulcinella meurt et revit, et en fait ne meurt jamais et revit derrière, et il essaye de faire en sorte que la mort tombe amoureux de lui, il essaie de faire en sorte de tromper la mort, il essaie de faire le syndicaliste face à la mort, ou parfois il fait le catholique face à la mort. Enfin, en tout cas, il est dans un rapport qui est très étroit à la mort. Et je pense que ça, il y a quelque chose là qui est essentiel. Je ne parle pas forcément au niveau religieux, de la religion catholique ou quoi, mais en tout cas, sur ce rapport entre vie et mort, il y a quelque chose, et la comédie dell'arte, il y a quelque chose de très fort qui se passe dans cette ville. Et c'est un peu dommage que, disons, dans l'histoire, malheureusement, ça, je pense qu'on est obligé de l'admettre, il y a eu des moments de forte tension entre le théâtre de Commedia et l'Inquisition et l'Église.
parce que je pense qu'il y avait une portée provocatrice dans le théâtre de Commedia qui était difficile à soutenir dans certaines situations. Mais à Naples, il se passe quelque chose de très intéressant, et voilà, je voulais juste dire ça, ce lien très fort ici qu'il y a entre le masque, la vie et la personne, en fait. Je vous remercie parce que vous exprimez en peu de mots ce que j'ai dit beaucoup plus longuement, enfin en tout cas une bonne partie. Je vous remercie beaucoup. Oh, J'ai fait des études de philo aussi. J'ai fait des études de philo, alors parfois j'aime bien me... je pars un peu dans tous les sens aussi. Bon, je voulais dire seulement une chose. Merci à Père Luigi Xavier pour cet très, très beau exposé qu'il nous a fait vis-à-vis de ce que ça peut être les traits d'union entre la liturgie chrétienne et la façon de se mettre en scène à travers la tragédie qu'il avait les Grecs. Et de dire aussi, de préciser une chose aussi, que c'est les Grecs, comme disait Aristophane, on disait que la tragédie, que c'était vraiment la chose la plus importante pour eux, et la tragédie, elle était utile pour éduquer les gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire que c'était pour les gouvernants. En effet, dans la tragédie grecque, les protagonistes sont toujours les personnages du pouvoir. Et ça veut dire que l'auteur du théâtre grec, il cherchait de prévenir les gens du pouvoir qui se faisaient des bêtises, comme dans ce moment, dans le cas du coronavirus, ils vont mal terminer. Et disons, ça veut dire que il y avait une forme éducative, la tragédie pour les gens qui nous gouvernent. La comédie, au contraire, c'était une satire sur ce que ça peut être un rapport entre les hommes et les dieux, et c'était pour éduquer surtout les peuples. D'accord, il y avait des fonctions différentes. Mais c'est vrai qu'il y avait une liturgie, c'est-à-dire qu'il y avait des règles antérieures, que c'était une forme de théâtre rituel. Disons, dans ce moment, ça c'est pour préciser une chose. Et pour ce que ça concerne les rapports avec la religion, je vais terminer aussi ça parce que je vais répondre, c'est évident que la comédia, elle a toujours collaboré, les comédiens et comédiens, ils ont toujours collaboré entre l'Église et il y a des intérêts communs. Car l'Église, il avait aussi, c'était la grande propriétaire terrière de l'époque, il y avait des foires comme la France Saint-Sulpice à Paris, la France Saint-Germain, et l'animation s'était confiée aux comédiens. Disons, les premières formes de théâtre professionnel sont arrivées grâce aussi à l'Église. Il y avait Alberto Naselli, qui c'était très très grand comédien, qui a créé les personnages avec Tristano Martinelli de Harlequin, et qui jouait dans le théâtre du Prince à Madrid, et qui était géré par la congrégation de Jésus. Et il était arrivé à convaincre les frères que des jours de la semaine, on pouvait engendrer des recettes. Ça veut dire que ce n'était pas un théâtre subventionné à l'époque, c'était un théâtre professionnel, car c'était les peuples qui payaient. Disons, les subventions sont arrivées après avec les Médicis. Et ça d'arriver à créer à l'intérieur d'un espace géré par l'Église un théâtre professionnel, et bien entendu, après le samedi dimanche, il fallait donner toutes les recettes aux pauvres. C'est logique, ça il y avait un partage, mais déjà, il y avait l'idée de la reconnaissance de la profession de la part de l'Église. Où ça a gâté un peu, c'est quand on a commencé à attaquer ce système social dans lequel l'intérêt le mariage d'intérêt qu'il était défendu par l'Église, bien entendu, pas seulement, ça veut dire la fille qui a refusé de se marier à l'époque, il était condamné à mort, ou sinon à passer son temps dans les monastères et dans les couvantes, avec une très grande joie de la part de Carlo Borromeo, qui, comme ça, il avait de la main d'œuvre gratuite, excusez-moi l'expression. Voilà, ça veut dire qu'il y avait, disons, un rapport, en tout cas, il y a toujours été un rapport de respect, car dans les spectacles de comédiens, sur les scénarios, on ne mettait jamais en scène des hommes des églises, et ça veut dire qu'il y a un respect vis-à-vis de ce que ça peut être toutes les religions dans le monde. On pourrait revenir sur l'aspect historique au XVIe siècle, en fait, qu'est-ce qui se passe entre les comédiens de l'art et le roi Louis XIV? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc quand les premiers comédiens de l'art sont arrivés, invités en fait avant même Louis XIV par les Médicis, par Henri III, Henri II, comme disait tout à l'heure Carlo, ils ont commencé à être vraiment protégés comme on pourrait être par les rois, en fait, par les rois et les reines de France.
Et ils étaient en fait plus protégés en France, d'après certaines sources historiques, ils étaient plus protégés en France, ces comediantes dell'arte, qu'en Italie, où il y avait justement le pouvoir de l'Église, voilà, de cette Église-là, de cette époque-là, qui était très fort et qui tendait à persécuter ce style de théâtre, qui avait quand même une dimension vulgaire, qui avait une dimension subversive, voilà, qui donnait cette importance aux femmes, etc. Donc il y avait quand même, on est obligé de l'admettre, une persécution qui était très forte et qui a poussé les comédiens à être protégés par les rois en France. Et en fait, Louis XIV, lui aussi, un jour, alors je ne sais plus la date exacte, c'est au 18e, non, c'est au 10. Enfin, je ne sais plus la date exacte, mais en tout cas, à un moment donné, il en a eu assez aussi des comediantes dell'arte pour une raison politique. En fait, il y avait eu une espèce de farce que les comédiantes avaient fait, qui avait déplu à une proche du roi Louis XIV. Et donc, ils ont été plus ou moins, alors les sources sont un peu compliquées parce qu'il y a des informations contradictoires, mais ils ont été plus ou moins chassés. Et petit à petit, les comédiantes, ils n'avaient plus le droit au début, ça c'est mon père qui me l'a raconté comme ça, les comédiantes qui à un moment donné n'ont plus le droit à la parole, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de s'exprimer par la parole. Donc ils continuaient à faire du théâtre de rue parce que c'était du théâtre populaire, donc ils continuaient à monter leur spectacle dans la rue. Mais comme ils n'avaient plus le droit à la parole, ils ont commencé à développer le mime. Et donc, ils ont commencé à faire du théâtre qui était encore plus physique qu'avant, et où les choses qu'on ne pouvait plus exprimer par la parole, on les exprimait par le corps, encore plus par le corps. Ou alors, justement, le Gramlo, le fameux Gramlo, ça c'est Dario Fo qui raconte ça, voilà, le fameux Gramlo qui permettait de dire sans le dire certaines choses. Et voilà, donc ça, c'est un peu le lien historique et la façon dont et c'est intéressant parce que justement le rapport au masque aussi, le masque permettait à beaucoup de comédiens malgré tout de dire ou de ne pas dire, mais en tout cas de faire comprendre des choses sans être reconnus. Et c'est pour ça que c'était un théâtre qui était très révolutionnaire entre guillemets. C'est parce que ça leur permettait d'agir caché en fait, de révéler des choses cachées en fait, et en étant caché, sans pouvoir être accusé. Donc, je pense que ça, c'est une chose très, très importante. Et voilà, c'est cette histoire entre Église et Comédia, c'est un sujet très vaste et très riche. Et voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais... Il y a une grande bibliographie à ce sujet. Et donc, Jo, merci beaucoup. On voulait aussi parler des projets qui font vivre la Commedia aujourd'hui pour conclure, et de ses principaux représentants avec Carlo, en particulier du projet de la Via Francigena, un projet artistique né d'une idée de Charles Mibert, journaliste du patrimoine. Et pour ce que ça concerne aujourd'hui, cette nouvelle forme qu'on trouve justement des rapports qu'on essaie de trouver entre ce que s'appelle le nom d'église, que c'était Sigeric, c'était archevêque qui est parti de Canterbury pour aller jusqu'à Rome et qu'il a créé, en effet, il a, disons, institutionnalisé cette chemin que le roi Franc il allait pour se faire adouber par les papes. On cherche de faire une animation. L'année prochaine, c'est le 20e anniversaire de la création au niveau européen de cette association qui protège et fait la promotion de la Via Francigena. Et là, on partira de Canterbury avec un groupe de pèlerins pour traverser toute la France et la Suisse et aller jusqu'à Rome avec une animation théâtrale qui remettre en scène cet personnage extraordinaire, cet archevêque extraordinaire que c'était Sigeric, 990 après Jésus-Christ. Et là, on va chercher de refaire une autre fois l'union entre les théâtres de la Moyen-Âge et l'Église dans cette beau pèlerinage qu'on parte pour Rome. Voilà, ça c'est, disons, c'est une des actions qu'on est en train de préparer. Après, l'autre chose qui est importante, après on pourra parler, si tu veux, pour terminer sur ça, c'est cette rencontre que j'ai demain matin avec les maires de Chioggia et jeudi prochain avec la Jointe à la Culture de la région de la Vénétie pour institutionnaliser à Chioggia un centre international pour la recherche et pour la pratique de la commedia dell'arte qui s'appellera AICA, Académie internationale de commedia dell'arte. Ça, disons, c'est les deux grands axes sur lesquels, dans ce moment, on cherche de concentrer toute notre énergie pour faire si que la commedia revive, soit dans l'histoire à travers Sigeric, soit dans
dans le placement d'un territoire qu'avec Naples et Capua, il a vu naître cette forme de théâtre extraordinaire. Merci beaucoup. Bravo. Oui, oui. Oui, alors est-ce qu'on a des questions? Je ne vois pas de questions pour l'instant sur le chat. Je voulais juste rajouter un truc, après je vais parler, je voulais peut-être dire quelque chose aussi sur la façon dont, moi aussi, j'ai hyper envie d'accompagner ton projet, Carlo, si ça te fait plaisir. Ah ben, tu es déjà dans les projets. Ah bon, d'accord. Ça, tu peux être sûr. Super. En mémoire de ton père et surtout de tout le travail que tu as fait, que c'est extraordinaire. Merci, ça me fait très plaisir. Je suis très touché par la façon dont tu... Giulia Tila Canapa, la Fondazione Cini, ça veut dire on cherche de créer vraiment un pôle à Chioggia importante au niveau italien et européen. Pour les Français qui ne connaissent pas peut-être, hein, c'est au sud de Venise, sur la lagune. Et je voulais juste dire une chose comme ça parce que ça me passe par la tête et après j'arrête et on parlera éventuellement de la façon dont moi aussi j'essaie un peu d'actualiser et de ramener la comédia aujourd'hui à ma manière. Mais en fait, sur la question aussi de la dimension comique de la comédia, parce qu'on dit la commedia dell'arte, et donc c'est comique. Mais en fait, le personnage, encore une fois, de Pulcinella, mais plein d'autres, en fait, de personnages sont aussi très tragiques, en fait. Il y a des personnages de commedia dell'arte qui sont des tragicomiques. Il y a Agamben, Giorgio Agamben, qui a écrit un très beau livre sur Pulcinella, qui s'appelle, je crois, Pulcinella o divertimenti per i ragazzi, quelque chose comme ça, où il raconte très bien ça. Il raconte à quel point, en fait, c'est un personnage qui est presque plus tragique que comique, Pulcinella. Alors qu'évidemment, il fait rire tout le monde et que voilà. Et ça, je le dis pourquoi? Parce que, en fait, il y a un philosophe russe qui s'appelle Bakhtin qui a dit une chose très intéressante sur justement tout l'art populaire et en particulier le théâtre populaire, dont fait partie la commedia dell'arte et le carnaval aussi. Il a dit qu'en fait, le carnaval et la comédie, c'était la façon dont le peuple réussissait à se réapproprier un univers qui est normalement un univers autoritaire, c'est-à-dire un univers dominant, un univers, l'univers de la tragédie, justement, qui est un univers où il y a un pouvoir qui impose des règles, qui impose des morales, qui impose, etc. Alors que la comédie et le théâtre populaire, c'est au contraire l'espace où les gens du peuple se réapproprient cette autorité. Et le carnaval, il y a une chose très intéressante qui, à mon avis, rejoint cette idée que on ne peut pas construire tout sur des oppositions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la religion et de l'autre la comédia, ou d'un côté... C'est quelque chose d'assez complexe parce que l'espace du carnaval, justement, c'est un espace historique où les puissants et les gens du peuple sont mis à égalité. C'est-à-dire où... Carlo, tu m'entends à nouveau? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le carnaval, l'espace de la carnaval et l'espace de la comédia aussi. En fait, c'est pensé à l'origine comme un espace de rencontre. C'est un espace de rencontre entre deux classes sociales, entre deux univers qui normalement sont imperméables les uns aux autres. Donc, en fait, le carnaval est un espace de rencontre, un espace de dialogue et d'inversion des rôles sociaux, évidemment, des rôles sociaux. C'est-à-dire que les gens du peuple prennent les rôles des gens du pouvoir et les gens du pouvoir deviennent des serviteurs. Mais c'est quand même, in fine, un espace de rencontre. Et ça, je pense que c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas, j'ai pas envie de généraliser, mais la commedia dell'arte et le théâtre populaire, en fait, c'est pas une apologie de la violence, c'est pas une apologie de la destruction. C'est une apologie d'un espace de rencontre. Alors, bien sûr, qui passe pas un renversement, mais c'est quand même, in fine, un espace de rencontre entre des gens et entre des situations sociales différentes et des réalités différentes. Et je pense que voilà, moi, c'est juste quelque chose qui me parle. Oui, c'est évident. Non, mais ça me parle beaucoup aussi aujourd'hui, parce que bon, dans les contextes qu'on vit, voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses en fait à faire avec ça. Et je pense que notre société, elle est en souffrance aussi parce qu'on n'a plus d'espace de rencontres comme cela. On n'a plus d'espace de carnaval, on n'a plus de théâtre aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Et donc, il y a une fracture qui se crée. Et moi, je pense que ça, c'est grave. Et je pense que là, il y a quelque chose vraiment à faire, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire. Oui. Je reprends un moment parce que c'est très important ce que tu as dit là. Ça veut dire que dans ce moment, c'est évident que la comédia Attention, Carlo, tu as mis la main sur le micro, peut-être. La morale de la commedia, c'est bon sens, et c'est la bataille entre vice et la vertige, et gagne la vertige. Disons, ça fait partie de n'importe quelle liturgie. Et bien entendu, pour faire gagner la vertige, il y a un passage à faire que c'est très difficile dans la vie, parce que ça peut passer aussi à travers la tragédie. Et
Et le carnaval, c'est un moment important parce que, comme tu dis toi, c'est la réunion de toutes les classes sociales sur une place. Ça veut dire que c'est un moment liturgique dans lequel il y a vraiment un rituel de cette réunion dans lequel on se réunit autour de ce qui s'appelle la représentation, comme disait justement le père Louis Xavier, de la cité qui se met en scène par le biais du théâtre. Et à travers la mise en scène des conflits sociaux et la solution à travers le théâtre des conflits sociaux, la société peut aller en avant. Exactement. Mais c'est nécessaire, disons, cette forme de réunion. Ce n'est pas par hasard que dans ce moment, pour vendre des vaccins, ils ont terrorisé, et pour vendre pas seulement des vaccins, mais pour faire si qu'une entreprise comme ça peut être Amazon, il arrive à gagner 780% de la valeur de ses actions en bourse, ils ont bloqué toute la planète. Mais la première chose qu'ils ont fait, ils ont bloqué les églises, ils ont bloqué les théâtres. Ça, il y a des endroits dans lesquels on peut se réunir et dans lesquels on peut prendre la force et l'énergie pour se battre cette monstre de carnavalesque que ce virus qui se sont inventés. Et je l'ai dit à moi, à mon âge, ça veut dire que je suis à risque, comme je disais, mais c'est le risque d'avoir une grippe, c'est pareil. Alors, disons que ce moment de joie qu'on a de l'être ensemble, de vivre ensemble, ils sont en train de chercher de nous l'enlever. Il faudra bien se battre, nous, gens des théâtres et d'églises, pour arriver à les retrouver. Voilà, j'ai dit que je devais dire. Juste, j'en profite, je le dis, puisque maintenant, en plus, on porte tous des masques obligatoirement, c'est le meilleur moment pour le faire. On est obligé de porter des masques. Donc, c'est le meilleur moment. Non, ce moment, ce n'est pas des masques qu'ils nous ont mis, c'est des museroles. Oui. C'est des muselières. Ce n'est pas des masques. Ils nous ont mis des muselières. C'est très différent comme symbole. Les masques, tu peux couvrir la partie haute du visage ou tous les visages. Et là, c'est des muselières pour fermer notre gueule. C'est autre chose. Et le symbole, il est très violent. Alors, du coup, encore plus important de nous être retrouvés aujourd'hui pour en parler. Et on voudrait vraiment vous remercier de faire vivre le théâtre. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à tous les gens qui nous ont écoutés. Moi, j'aimerais remercier en particulier Carlo ainsi que Giulia et Marika. J'aimerais remercier aussi l'interprète Viola Mariotti, qui nous a permis de rendre cette rencontre accessible aussi aux Italiens. Parce que c'était assez tard. Et le père Louis Xavier, voilà, c'était notre invitation. Exactement. Merci Robin, merci Carlo. Si le public n'a pas de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Parce que... Ouais, attends, je voulais montrer une chose. 2 secondes, attends. Je vais vous envoyer tout de suite les liens des extraits que vous avez pu voir tout à l'heure. Juste pour répondre à Carlo, ce que tu disais, tu vois, je voulais juste te faire voir ça, juste ça. S'il y avait des questions, on pouvait répondre. Il y a des questions là, non? J'ai juste une réaction. Carlo, il n'a pas réagi. Carlo, il n'a pas réagi. Je n'ai pas compris, je n'ai pas vu. Je n'avais pas les lunettes. Pas vu? Alors, regarde, attends. Attendez, parce que je suis moi. Attendez, en fait... attendez, pardonnez. Ah, voilà. Ah. Voilà, tu as le trait, c'est ça, voilà. C'est à peu près ce que je suis en train de faire, ouais. L'avantage avec ça, c'est qu'on peut continuer à parler avec le regard, tu vois. Ben oui, c'est évident. On est en train de nous mettre les voiles à tout le monde. Les voiles. On a une question pour Robin. Où se trouve ton atelier à Naples? Ah, c'est très bien. Oui, mon atelier, il est dans le centre historique de Naples, en face de la magnifique église de Santa Chiara, qui est une des églises les plus importantes à Naples, peut-être après le Duomo. Donc vraiment dans le centre historique, Vico Pallonetto a Santa Chiara 36, Napoli. Voilà. Vous pouvez trouver sur Google, vous tapez La Maschera e Libertà, c'est le nom de mon atelier, ou simplement Atelier Robin Suma, et vous tombez dessus, voilà, sur l'adresse. D'accord, une autre réaction. Ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Oh là là, si on rentre dans le politique. Considéré comme un carnaval. Est-ce que ce qui s'est passé hier aux États-Unis pourrait être considéré comme un carnaval? C'était une farce. C'est une farce. Ça ressemblait plus à une farce. Non, mais c'est combien. C'est pour ça que les masques doivent s'exprimer et voilà, promouvoir le dialogue social. Ouais.
Et là, je ne comprends pas vraiment la question. C'est Non, la question, le masque Covedia, oui, c'est un jeu de mots, d'accord, je comprends, sur Covid et Covedia. Des Covedia, les masques de Covedia. Par mail, parce qu'il ne faut pas que je dise les prix. Par mail, vous m'envoyez un mail si vous avez des questions sur il y a Louis-Xavier Xavier qui est parti. Oui, d'accord. Bon. Merci beaucoup. J'espère que chacun aura envie d'en savoir plus. Allez visiter l'académie l'AIDAS, l'Académie internationale des arts du spectacle, à Versailles, pour ceux qui sont à Paris. Pour ceux qui sont en Italie, vous pouvez aller à Naples. Et à la librairie Stendhal de Rome, vous pouvez peut-être encore trouver La Maschera e Libertà de Robin Suma. Et Pierangelo. En fait c'est de Pierangelo Summa. Ils ont fait une erreur au moment de l'impression sur la couverture. Ils ont écrit Robin Summa et à l'intérieur, il y a marqué Pierangelo Summa. Donc, c'est assez drôle. Il y a une espèce de schizophrénie qui s'est créée entre lui et moi. Mais bon, voilà. Voilà. Bon. Donc, je pense que ton père aurait été très, très fier de cette rencontre. Oui, oui, oui. Moi, je voudrais porter une pensée à son père et dédier aussi cette bonne rencontre à Giancarlo Santelli, c'était cet extraordinaire constructeur de masques, de marionnettes, un des plus importants d'Italie, qui nous a laissé cette année et que j'espère que tous les capitales extraordinaires qu'il a laissés dans son atelier à côté de Rome, ils soient conservés, que quelqu'un en Italie se préoccupe aussi de faire si que tout cet patrimoine qu'on a d'artisans phénoménal, unique au monde, il soit mis dans la juste valeur. Certo, absolument. Et pour ça, on continue la transmission entre les générations. Donc, merci à tous, cher public, d'avoir assisté à cette rencontre et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci. Puisqu'elle sera bientôt en replay sur les chaînes YouTube de l'Institut, de Maschera Summa et de l'AIDAS. D'accord, merci. Merci beaucoup à Elena. Merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup à Elena Chouraki qui nous a magnifiquement animé tout ça. C'était un vrai plaisir. Grazie e che viva la commedia. Ciao. Ciao.